C'est un problème qui sévit depuis de nombreuses années maintenant, mais qui s'est vraiment accéléré depuis la pandémie et alors que la crise du logement s'aggrave de plus en plus sans véritable fin ou solution en vue. Salut à tous, c'est Griffin ici et le coût de la vie croissant aux côtés de la crise du logement ont été deux problèmes principaux au premier plan de l'esprit de la plupart des Canadiens au quotidien car le coût de la vie a augmenté fortement tandis que la qualité de vie de nombreux Canadiens a diminué et est en retard par rapport à de nombreux autres pays. Dans une récente vidéo que nous avons publiée sur la chaîne, nous avons examiné pourquoi le Canada s'appauvrit de plus en plus au fil des décennies car nous n'investissons tout simplement pas assez de capital dans l'infrastructure, le logement, la recherche et développement, les machines, essentiellement tout ce qui aide une nation à progresser en termes de croissance du PIB et à maintenir un niveau de vie plus élevé pour ses habitants. Mais lorsque nous parlons de croissance du PIB au fil du temps, nous parlons de problèmes à grande échelle avec des tendances émergentes sur plusieurs années, voire des décennies. Alors que les problèmes qui touchent des millions de Canadiens sur une échelle plus micro sont bien sûr le coût de la vie et la crise du logement et de la location qui ont tendu les budgets de millions de Canadiens à un point tel qu'ils ne peuvent plus maintenir le niveau de vie élevé auquel nous nous attendons ici au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux problèmes et discuter de la façon dont, involontairement, la crise du logement a non seulement rendu beaucoup plus difficile pour les nouvelles familles de posséder une maison, mais a également considérablement élargi l'écart de richesse entre les locataires et les non-locataires. Avant la pandémie et cette crise du logement, il y avait un argument à faire valoir sur le fait de louer à long terme en pouvant économiser plus d'argent que si vous possédiez une maison, puis en investissant la différence pour compenser le fait de ne pas bénéficier de l'épargne forcée liée au remboursement de l'hypothèque d'une maison et la cerise sur le gâteau étant l'appréciation que l'on a connue. Alors jetons un coup d'œil et si vous trouvez de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, prenez une seconde pour laisser un like, c'est tout ce que je demande en retour pour soutenir le travail que je mets dans ces vidéos. Bon alors, pour commencer ici à discuter de la façon dont les Canadiens se sentent affectés par la hausse du coût de la vie, une récente enquête menée par l'Institut Angus Reid révèle qu'à travers toutes les provinces, sauf le Québec et le Nouveau-Brunswick, le coût de la vie est devenu la principale préoccupation des résidents, indiquant leur insatisfaction à l'égard de la gestion de ce problème par leurs gouvernements provinciaux. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, les soins de santé sont en fait la préoccupation prédominante, ce qui a du sens, car le coût de la vie est un peu plus bas que dans d'autres provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, mais le système de santé est un désastre complet. N'importe qui ayant été aux urgences publiques au Québec peut certainement en témoigner. Maintenant, le point principal cependant est que le rapport souligne que les Canadiens sont constamment préoccupés par l'augmentation du coût de la vie et l'état des soins de santé. Ces problèmes prenant le pas dans tout le pays, ce qui n'est sérieusement pas une nouvelle information, nous n'avons pas besoin d'une enquête officielle pour nous le dire, il nous suffit de conduire dans nos villes et d'aller au rayon des produits frais dans le supermarché pour prendre conscience de cette réalité. Et bien sûr, sans surprise, le logement émerge également comme une préoccupation importante, se classant troisième dans la plupart des provinces, sauf en Saskatchewan, où l'éducation prend la troisième place. Mais officiellement, que nous dit cette enquête? Eh bien, dans l'ensemble, malgré des points de vue politiques différents, les Canadiens à travers le pays expriment leur insatisfaction à l'égard de la gestion de ces problèmes par leur gouvernement, qui se détériore sous nos yeux. Nous pouvons voir ces problèmes dans notre vie quotidienne. Enfin, le rapport attribue ces déclins à un manque de progrès perçu voire à un recul franc, notamment en ce qui concerne la résolution de problèmes persistants tels que les soins de santé et le logement. Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec au pouvoir depuis longtemps font l'objet de critiques renforcées en raison de l'accessibilité du logement et de l'éducation. Alors, je voulais introduire la vidéo d'aujourd'hui avec ces nouvelles données d'enquête qui nous ont été mises à disposition en tenant compte des opinions de plus de 4500 Canadiens à travers le pays
pour donner un aperçu officiel plutôt que seulement des opinions et des points de vue anecdotiques sur ce que ressentent vraiment les Canadiens en 2024. Bon, maintenant, l'un des principaux coupables contribuant à l'augmentation du coût de la vie au Canada a bien sûr été l'augmentation des coûts du logement ainsi que le loyer moyen demandé pour les appartements dans la plupart des grandes agglomérations du pays. Si vous êtes un locataire à long terme, il y a de fortes chances que vous ayez subi plusieurs augmentations de loyer au cours des dernières années. Et pour les personnes déménageant entre des appartements, la situation est encore pire car la forte demande et la concurrence ont fait monter les loyers d'appartements à des niveaux jamais auparavant observés au Canada. Jetez simplement un coup d'œil à ce graphique ici présentant les loyers moyens dans les grandes agglomérations du Canada avec les pourcentages d'augmentation, c'est fou. Par exemple, en février 2024, le loyer mensuel moyen au Canada a atteint 2193 $, marquant une augmentation de 10,5% par rapport à l'année précédente, selon rentals.ca. Mais ce que cela contribue à créer, c'est un écart de richesse de plus en plus grand entre les personnes qui possèdent une propriété depuis avant la pandémie et celles qui louent actuellement ou ont acheté au sommet du marché et sont maintenant en défaut sur leurs prêts et leurs paiements mensuels. C'est un phénomène dont nous avons déjà parlé sur la chaîne en examinant la valeur nette moyenne des locataires par rapport à celle des propriétaires, avec une valeur nette moyenne des propriétaires nettement supérieure à celle des locataires, et ce n'est pas parce que les locataires ne sont pas aussi travelers ou quoi que ce soit. C'est principalement parce que beaucoup de locataires ont du mal à économiser ce capital supplémentaire chaque mois, alors qu'un propriétaire a cette épargne forcée en remboursant l'hypothèque chaque mois, et avec le temps, la valeur de la propriété augmente également. Ce sont là deux facteurs qui se produisent en coulisses pour les propriétaires et peuvent contribuer à de grandes accumulations de richesses sans vraiment rien faire. Eh bien, c'était la réalité avant la pandémie. Et maintenant, avoir été propriétaire avant la crise du logement est devenu à lui seul le meilleur investissement que quiconque aurait pu faire sans même s'en rendre compte. Selon un rapport publié par la RBC, les locataires sont de plus en plus confrontés à des défis importants pour accumuler de la richesse car ils sont maintenant contraints d'allouer une part croissante de leurs revenus aux dépenses de logement, où le rapport de l'économiste Carrie Freestone contribue à un corpus croissant de preuves mettant en lumière l'élargissement de l'écart de richesse entre les locataires et les propriétaires. En fait, en 1999, les locataires consacraient généralement environ 25% de leur salaire net aux frais de logement, ce qui était légèrement plus élevé que les 23% dépensés par les propriétaires. Cependant, en 2022, ce chiffre était passé à 29% pour les locataires, tandis que les propriétaires n'allouaient que 21% de leurs revenus au logement, ce qui est une grande différence qui est presque certainement pire maintenant en 2024. En fait, selon un rapport réalisé par la TD, la valeur nette moyenne des propriétaires nés entre 1955 et 1964 avait dépassé 1,4 million de dollars en 2023, ce qui est 6,3 fois plus élevé que la richesse moyenne des non-propriétaires nés pendant la même période. Et ce qui est fou, c'est que cet écart de richesse de 1,2 million de dollars entre les deux groupes était passé d'un écart de moins de 500 000 dollars en 2005, soit plus du double de l'écart de richesse environ 20 ans plus tard. Et cela est dû au fait que les locataires qui visent à devenir propriétaires rencontrent des obstacles financiers croissants, rendant la perspective de posséder une maison de plus en plus lointaine. Et cette situation menace la capacité des locataires à accumuler de la richesse, accroissant ainsi encore plus les inégalités de richesse à long terme. Et la disparité entre les locataires et les propriétaires est évidente dans leur comportement d'épargne respectif où, comme il en va en 2024, les locataires dépensent collectivement plus qu'ils ne gagnent, s'appuyant donc sur la dette que nous avons largement couverte dans ma récente vidéo que vous pouvez consulter ici, tandis que les propriétaires sont en mesure d'épargner une partie de leurs revenus, même à un taux inférieur à celui d'autrefois, compte tenu des taux d'intérêt plus élevés. Eh bien,
Voilà, ce qui était autrefois considéré comme des résidences faites pour vivre est maintenant devenu le moyen le plus puissant pour les Canadiens de créer de la richesse au cours des 2 dernières décennies sans même lever le petit doigt. En résumé, la propriété immobilière au Canada est devenue le facteur principal contribuant à l'élargissement de l'écart de richesse au Canada et l'avenir financier des nouveaux migrants au Canada, ainsi que la génération de jeunes de moins de 30 ans en ce moment est un peu incertain et pourrait bien devenir le plus grand groupe de locataires permanents de l'histoire canadienne. Qu'en pensez-vous? J'aimerais bien le savoir, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne tout en bénéficiant de certains avantages, veuillez utiliser l'un des liens ci-dessous dans la description pour ouvrir un compte d'épargne à haut rendement, ou même une carte de crédit pour accumuler des points de voyage. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.